Ma sœur est tombée enceinte de mon ex. Ensuite, ma famille a exigé que je renonce à mon héritage. Maintenant, ils sont furieux. Je me suis défendu et j'ai gagné. Bon, alors voici comment tout a commencé. J'ai 24 ans maintenant, mais tout ce bazar a commencé il y a quelques années. À l'époque, j'étais en couple avec un gars que j'avais rencontré à l'université. Appelons-le Jack. Le courant est passé assez vite entre nous. Il semblait gentil, prévenant, et nous avions beaucoup de choses en commun. Au début, tout allait pour le mieux. J'étais follement amoureuse de lui, et je pensais que c'était l'homme que j'allais épouser un jour. Alors naturellement, après environ 1 an de relation, j'ai décidé qu'il était temps de le présenter à ma famille. Or, ma famille est un peu, disons, traditionnelle. Nous venons d'une culture assez conservatrice, et ils ont des opinions bien arrêtées sur le type de personne avec qui on devrait sortir, comment on devrait se fréquenter, et quand on devrait se marier. Ils n'ont pas été ravis quand ils ont rencontré Jack. Ce n'est pas qu'ils aient été impolis avec lui ou quoi que ce soit, mais je sentais bien qu'ils ne l'aimaient pas vraiment non plus. Ils n'ont pas dit grand-chose, ils m'ont juste lancé ce regard qui voulait dire « Tu es sûr de ce type ?» J'ai balayé ça d'un revers de main, pensant qu'ils finiraient par l'accepter. Mais voilà le truc. Alors que mes parents étaient tièdes à son sujet, mes sœurs semblaient l'adorer. Grace, qui a 22 ans, et Emma, qui n'en a que 11, s'entendaient très bien avec lui. Ça me rendait heureuse parce que, vous savez, l'approbation de la famille compte, même si ce n'est que celle de mes sœurs. Grace, en particulier, semblait vraiment apprécier sa compagnie. On blaguait même en disant qu'elle me volait mon petit ami. Emma l'adorait aussi, mais ce n'est qu'une enfant, donc ça ne semblait pas bizarre. Jack et moi ne vivions pas ensemble car dans ma culture, c'est absolument hors de question à moins d'être mariés. Nous travaillions donc dans des villes différentes et nous nous voyions quand nous le pouvions. Mais je pensais que notre relation était solide. Je lui faisais entièrement confiance. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était mon petit ami et il semblait bien s'entendre avec les personnes qui m'étaient les plus proches. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, n'est-ce pas? Eh bien, 3 mois après que Jack a rencontré ma famille, les choses ont pris une autre tournure. J'étais chez lui pour le week-end. Nous avions passé une journée normale, rien de spécial. On a mangé un morceau, regardé un film, vous savez, la routine. Il est allé prendre une douche et son téléphone a vibré. Or, je ne suis pas du genre à fouiner dans le téléphone de quelqu'un. Je crois sincèrement que si vous faites confiance à quelqu'un, il n'y a pas besoin de ça. Mais ce jour-là, quelque chose ne me semblait pas normal. Son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, et je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai pris. Peut-être qu'une partie de moi savait déjà que quelque chose n'allait pas. Ou peut-être que j'étais simplement curieuse. Quand je l'ai déverrouillé, j'ai vu un message de Grace. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Après tout, c'est ma sœur. Mais quand j'ai ouvert la conversation, mon cœur s'est quasiment arrêté. Les messages n'étaient pas normaux. Ils étaient aguicheurs. Du genre, retrouvons-nous pour coucher ensemble. Je n'en croyais pas mes yeux. Ma sœur est mon petit ami. J'ai commencé à remonter dans la conversation et c'est devenu pire. Il y avait des mois de messages de ce genre. Des messages tard le soir, des blagues entre eux que j'ignorais, et même des plans pour se voir dans mon dos. J'ai eu la nausée. Depuis combien de temps cela durait-il? La personne en qui j'avais le plus confiance est ma propre sœur. J'ai fait des captures d'écran de tout. Mes mains tremblaient et je n'arrivais pas à réfléchir clairement, mais je savais que j'avais besoin de preuves. Je me suis envoyé les captures d'écran et j'ai quitté son appartement sans dire un mot. Je n'ai pas attendu qu'il sorte de la douche. Je ne lui ai pas donné la chance de s'expliquer ou de me mentir. J'ai juste filé. Dès que je suis rentré chez moi, mon téléphone a commencé à exploser d'appels et de textos de Jack. Il devait avoir réalisé que quelque chose n'allait pas en voyant que j'étais parti. J'ai tout ignoré. Je ne pouvais même plus regarder mon téléphone sans avoir envie de hurler. Finalement, j'ai envoyé les captures d'écran sur le chat de notre groupe d'amis et je les bloquais. Je me fichais des conséquences à ce moment-là. C'en était fini. Je n'avais aucune patience pour les mensonges ou la trahison. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était Grace. La trahison de Jack m'a fait un mal de chien. Mais Grace,
c'était un autre niveau de douleur. Elle n'était pas seulement ma sœur. Nous avions grandi de manière quasi inséparable, nos parents étant souvent absents et absorbés par leur propre monde. Grace et moi nous étions toujours appuyés l'une sur l'autre. Nous n'avions que 2 ans d'écart, et nous avions toujours été la l'une pour l'autre, ou du moins c'est ce que je pensais. Le lendemain matin, je n'en pouvais plus. J'ai fait une valise et j'ai pris le premier avion pour rentrer à la maison et la confronter. Je me fichais du genre de scène que j'allais faire. C'était plus qu'une simple dispute. J'avais l'impression que mon monde entier s'effondrait. Quand je suis entré dans la maison de mes parents, Grace était là, comme si de rien n'était, assise à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone. J'ai claqué les captures d'écran sur la table devant elle. Notre mère et notre père étaient là aussi. Grace n'a même pas essayé de nier. Elle a juste regardé les messages et haussé les épaules comme si ce n'était rien. Elle a carrément dit « Ouais, je l'ai fait ». Et alors ? J'avais envie de crier. Comment pouvait-elle agir comme si ça n'avait aucune importance ? Comme si elle ne venait pas de détruire notre relation pour de bon. Ma mère a perdu les pédales. Elle a giflé Grace au visage, chose que je ne l'avais jamais vue faire. Mon père était furieux aussi, criant sur Grace, lui disant de sortir de la maison. Il lui a donné 1 semaine pour déménager, et j'ai pensé que c'était fini. J'ai pensé que c'était peut-être la fin de tout ce drame. Mais 2 jours plus tard, Grace nous a lâché une autre bombe. Elle était enceinte du bébé de Jake. Je n'en croyais pas mes oreilles. La situation était passée de mauvaise à pire en quelques jours. Mes parents, qui avaient été si en colère contre elle, se sont soudainement adoucis. Ils ne pouvaient plus rester en colère contre elle une fois qu'ils ont su qu'elle était enceinte. Et juste comme ça, toute la dynamique a changé. C'était comme si on avait tout pardonné à Grace simplement parce qu'elle allait avoir un bébé. Mes parents ont commencé à dire qu'ils ne pouvaient pas l'abandonner maintenant, qu'ils devaient la soutenir quoi qu'elle ait fait. C'est là que j'ai craqué. Je leur ai dit exactement ce que je pensais, qu'ils la confortaient dans son comportement, que tout ça a été complètement tordu. Ils ont essayé de me dire de me calmer, que je surréagissais, mais je n'en pouvais plus. J'ai pris mes affaires, je leur ai dit de ne plus jamais me contacter, et je suis parti. La seule que je n'ai pas bloquée, c'est Emma. Ce n'est qu'une enfant, et je ne voulais pas la couper de ma vie elle aussi. 2 semaines plus tard, ma mère a réussi à obtenir un nouveau numéro et m'a envoyé un faire-part de mariage. Jake et Grace allaient se marier, et ma mère a eu le culot d'agir comme si je devais être là pour l'unité familiale ou je ne sais quoi. Je lui ai dit d'aller se faire voir et je l'ai bloqué à nouveau. C'est comme ça que tout a commencé. Je pensais que le pire était derrière moi. Mais j'étais loin de me douter que le vrai bazar ne faisait que commencer. Après tout ce qui s'est passé avec Grace, mon ex et mes parents, je pensais que leur couper les ponts m'apporterait un peu de paix. Il s'avère que la vie avait d'autres plans. Je ne parlais à personne sauf à Emma, et j'essayais simplement d'avancer dans ma vie, vous voyez. Mais bien sûr, les choses ne se passent jamais aussi bien quand on a une famille comme la mienne. Environ 2 mois après avoir bloqué tout le monde, j'ai commencé à entendre des rumeurs. Une de mes cousines avec qui j'étais resté en contact a mentionné que Grace organisait une fête prénatale et que mes parents s'en chargeaient. Apparemment, ils avaient invité une tonne de gens, comme si c'était une énorme célébration. Au début, je n'étais pas surprise. Je me doutais qu'ils en feraient tout un plat, puisqu'ils agissaient comme si Grace était une sorte de victime. Mais ensuite, ma cousine m'a dit quelque chose qui m'a vraiment mis hors de moi. Elle m'a dit qu'ils avaient commencé à raconter aux gens que c'était moi qui avais abandonné la famille et que Grace était la bonne fille qui essayait de maintenir la famille unie. Sérieusement, après tout ce qu'elle avait fait, elle était en quelque sorte l'héroïne de cette histoire. J'étais tellement en colère. Je voulais appeler ma mère et lui dire ces 4 vérités. Mais je savais qu'il ne valait mieux pas me laisser entraîner à nouveau dans tout ça. Je suis restée silencieuse, j'ai essayé de faire profil bas, mais ça ne voulait pas dire que je ne bouillais pas de l'intérieur. Le culot qu'ils avaient de retourner toute la situation comme si j'étais le problème. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un texto d'Emma. Elle me donnait juste des nouvelles de la maison. Mais elle a aussi lâché quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Ma mère avait apparemment raconté partout que je devais me marier bientôt. Pas pour une vraie raison, juste parce qu'elle ne voulait pas que les gens colportent des ragots sur le fait que Grace, la sœur cadette, se mariait et avait un enfant avant moi. C'est une blague ?
Je ne leur avais même pas parlé depuis des mois. Et maintenant, ils s'inquiétaient de ma réputation. C'était ridicule. Mais c'est comme ça que l'esprit de ma mère fonctionnait. Tout était une question d'apparence. Elle se fichait de ce que Grace m'avait fait. Non, le plus gros problème, c'était l'image que ça renvoyait aux autres. Je ne vivais pas ma vie selon son calendrier, et c'était apparemment un énorme scandale. Et oui, ça m'a rendue furieuse. Mais plus que ça m'a rendue triste. C'était comme si rien de ce que je faisais ne serait jamais suffisant pour eux. Même quand je leur coupais les ponts, ils trouvaient encore un moyen de contrôler le récit, de me faire passer pour la méchante. Donc, avançons un peu. Le mariage de Grace a eu lieu. Évidemment, je n'y suis pas allé, mais ma cousine m'a tout raconté. Apparemment, c'était un grand événement chic. Mes parents avaient mis le paquet. Même si Grace n'était enceinte que de quelques mois, ils se sont assurés de dissimuler tout le scandale en disant à tout le monde qu'ils étaient simplement responsables. Se marier rapidement pour que le bébé ne naisse pas hors mariage. Ma cousine m'a dit que mes parents racontaient à tout le monde que je n'étais pas venu à cause d'engagement professionnel. Ouais, c'est ça. Mais vous savez ce qui m'a vraiment frappé? Ce n'était pas seulement qu'ils mentaient pour couvrir leur propre embarras. C'était qu'ils continuaient de prétendre que tout était parfait. Comme s'ils ne pouvaient même pas admettre que leur famille était en train de s'effondrer. Ils ne pouvaient pas simplement être honnêtes sur ce qui se passait. Au lieu de ça, ils devaient monter ce faux spectacle pour tout le monde. J'en avais fini avec eux à ce stade, mais entendre tout ça me faisait encore mal. C'était comme s'ils m'effaçaient complètement de l'histoire familiale. Quoi qu'il en soit, le temps a passé et j'ai essayé d'aller de l'avant. Je me suis plongé dans le travail et je me suis concentré sur la construction de ma propre vie. Pendant un certain temps, les choses ont été calmes. Je n'entendais pas beaucoup parler de ma famille et je me suis dit qu'ils m'avaient peut-être enfin laissé tranquille. Mais, bien sûr, ce n'est pas comme ça que ça marche dans ma famille. Un soir, j'ai reçu un appel d'Emma. Il était tard et j'étais sur le point d'aller me coucher, mais quelque chose dans la façon dont le téléphone a sonné m'a donné un mauvais pressentiment. Quand j'ai décroché, Emma pleurait. Elle pouvait à peine sortir les mots, mais elle a fini par me dire que notre père était décédé. J'étais abasourdi. Je veux dire, je n'avais pas la meilleure des relations avec lui, mais quand même, c'était mon père. Ce qui m'a vraiment énervé, cependant, c'est que ce soit Emma qui ait dû m'appeler. Ma mère n'avait même pas pris la peine. Je n'avais eu aucune nouvelle d'elle. Emma m'a dit que notre père était malade depuis un certain temps, mais qu'il ne me l'avait pas dit. Ma mère avait décidé de me le cacher parce qu'elle ne voulait pas me stresser. Vous y croyez? Mon propre père était malade et il ne pensait pas que j'avais le droit de savoir. Le lendemain matin, j'ai réservé un vol pour rentrer. Je me fichais de tout le drame. Je voulais juste être là pour Emma. Quand je suis arrivé chez mes parents, c'était comme entrer sur un champ de bataille. Ma mère et Grace étaient là, et la première chose qu'elles ont faite en me voyant a été de se mettre à crier. Elles m'ont accusé de n'être revenu que pour l'argent, comme si c'était la seule raison pour laquelle je voudrais être là. Grace était particulièrement méchante, me traitant d'égoïste, disant que je les avais abandonnées quand elles avaient le plus besoin de moi. Je n'ai même pas eu la chance de faire mon deuil. Tout le monde était tellement concentré sur l'héritage, sur qui obtenait quoi, qu'il parlait à peine de papa. C'était dégoûtant. Et comme si les choses n'étaient pas assez graves, quand le testament a été lu, l'enfer s'est déchaîné. Il s'est avéré que papa m'avait laissé la plus grande part de ses biens. J'étais choqué. Je n'attendais rien de lui, surtout après la façon dont les choses s'étaient passées. Mais c'était là, noir sur blanc. J'obtenais 40%, Emma 30%, maman 20%, et Grace, elle, obtenait 10%. On pourrait penser que je me sentirais soulagé, n'est-ce pas? Comme si justice était enfin rendue, mais honnêtement, ça n'a fait qu'empirer les choses. Grace et son mari ont perdu la tête. Ils ont commencé à exiger que je renonce à ma part, disant que je ne la méritais pas, que Grace avait plus besoin de l'argent à cause de son enfant. Ils ont même menacé de m'attaquer en justice. Je savais qu'ils n'avaient aucune chance sur le plan juridique, mais le fait qu'ils soient prêts à aller aussi loin montrait à quel point ils étaient cupides. Tout tournait autour de l'argent pour eux. Ils se fichaient de la famille ou de ce qui était juste. Ils voulaient juste mettre la main sur tout ce qu'ils pouvaient.
Je leur ai dit que je ne renoncerais à rien, et c'est là que les choses ont mal tourné. Le mari de Grace a commencé à me menacer, disant que je le regretterais si je ne faisais pas ce qu'il voulait. Je savais que ce n'était que des paroles en l'air, mais c'était quand même troublant. Je faisais déjà face à la perte de mon père, et maintenant je devais supporter ces conneries en plus. C'en était trop. Après la lecture du testament, je suis retourné à mon hôtel pour me vider la tête. J'ai repensé à tout ce qui s'était passé. Tous les mensonges, la trahison, la cupidité, et j'ai réalisé quelque chose. Je n'allais plus les laisser me marcher sur les pieds. J'avais passé trop de temps à laisser ma famille contrôler ma vie, et il était temps de me défendre. Mise à jour 1. Donc, après l'explosion à propos de l'héritage, je pensais que les choses ne pouvaient pas empirer. Je veux dire, il m'avait déjà accusé de revenir juste pour l'argent, et Grace et son mari essayaient de m'intimider pour que je renonce à ma part, mais je n'allais pas céder. Je savais que j'avais légalement droit à ce que mon père m'avait laissé. Et honnêtement, après tout ce qu'il m'avait fait subir, il n'était pas question que je cède. Quoi qu'il en soit, quelques jours après la lecture du testament, j'ai reçu un message de mon avocat. Nous avions un rendez-vous pour examiner quelques détails supplémentaires sur la succession, et honnêtement, je voulais juste en finir. J'étais fatigué de tout ce drame et je voulais juste tout régler pour pouvoir reprendre ma vie. Mais quand je suis arrivé au bureau de l'avocat, il m'a annoncé quelque chose d'inattendu. Il s'est avéré que mon père m'avait écrit une lettre avant de mourir. L'avocat me l'a tendue et m'a dit que mon père lui avait demandé de me la donner le moment venu. Je suis resté assise une minute, à fixer l'enveloppe, ne sachant même pas si je voulais l'ouvrir. J'avais des sentiments si mitigés à propos de mon père. Oui, il m'avait laissé la plus grande part du testament, mais il ne m'avait jamais vraiment défendu quand toute l'histoire avec Grace a éclaté. J'étais en colère contre lui, mais en même temps, il me manquait. C'est difficile à expliquer. Alors, j'ai finalement ouvert la lettre. Elle n'était pas longue, juste quelques paragraphes, mais ce qu'il a dit m'a un peu touché. Il s'excusait de ne pas avoir été là pour moi quand j'en avais besoin. Il disait qu'il savait qu'il aurait dû en faire plus, mais qu'il se sentait piégé par la situation avec ma mère et Grace. Il a admis qu'il avait des regrets, surtout sur la façon dont les choses s'étaient terminées entre nous. En lisant ça, je ne savais pas si je devais pleurer ou être en colère. Une partie de moi ressentait un peu de soulagement, mais une autre partie était juste furieuse qu'il n'ait rien dit de tout ça de son vivant. Après avoir lu la lettre, l'avocat et moi avons examiné quelques autres points concernant la succession, mais mon esprit était ailleurs. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point les choses auraient pu être différentes si mon père avait simplement parlé plus tôt. S'il m'avait défendu au lieu de rester silencieux. Peut-être que nous ne serions pas dans ce pétrin en ce moment, mais il était trop tard pour tout ça. Et je ne pouvais rien faire pour changer le passé. Sur le chemin du retour à l'hôtel, j'ai reçu un appel d'Emma. Elle était très contrariée car apparemment Grace avait dit des choses assez méchantes sur moi en ville. Elle racontait aux gens que j'essayais de voler l'héritage et que je montais la famille contre elle. Je n'étais pas surprise. Honnêtement, Grace a toujours su jouer la victime et se faire passer pour l'innocente. Mais ça faisait quand même mal d'entendre qu'elle répandait des mensonges sur moi. Quand je suis revenu à l'hôtel, j'ai décidé de faire une pause de tout ce drame et de passer du temps avec Emma. Je suis allé la chercher et nous sommes allés dîner. Nous avons parlé de tout ce qui s'était passé et j'ai essayé de la rassurer en lui disant que rien de tout cela n'était de sa faute. Elle était juste prise au milieu de tout ça et je détestais qu'elle doive y faire face. Mais le lendemain, les choses ont pris une autre tournure pour le pire. Je me suis réveillé avec une avalanche d'appels manqués et de textos de numéros inconnus. Au début, j'ai pensé que c'était juste du spam, mais ensuite j'ai commencé à lire les messages. Ils étaient tous menaçants, m'insultant, et m'accusant d'essayer de déchirer la famille. Quelqu'un a même dit qu'il allait me le faire payer si je ne reculais pas. Je n'avais aucune idée de qui était derrière tout ça, mais j'avais le sentiment que le mari de Grace était impliqué. Il m'avait déjà menacé une fois, et je ne serais pas surprise qu'il essaie quelque chose comme ça. J'ai tout transmis à mon avocat au cas où les choses s'envenimeraient. Mais honnêtement, ça commençait à devenir vraiment effrayant. C'est une chose de gérer des drames familiaux, mais quand les gens commencent à proférer des menaces, c'est un tout autre niveau. Plus tard cet après-midi-là, je suis allé à ma voiture pour découvrir que quelqu'un avait crevé mes pneus, les 4. J'étais complètement paniqué à ce stade. Qui fait ça?
Je savais que Grace et son mari étaient en colère, mais cela semblait beaucoup trop extrême. C'était comme s'ils étaient prêts à tout pour obtenir ce qu'ils voulaient. J'ai appelé la police et déposé une plainte, mais je n'avais pas beaucoup d'espoir qu'ils attrapent le coupable. Pourtant, je n'allais pas me laisser intimider. Je subissais déjà assez, et la dernière chose dont j'avais besoin était d'avoir peur chaque fois que je sortais. J'ai parlé au personnel de l'hôtel, et ils ont renforcé la sécurité autour de la propriété, ce qui m'a un peu rassuré, mais il était clair que cela n'allait pas se terminer de sitôt. Quelques jours plus tard, nous avons eu une autre réunion avec l'avocat pour finaliser certaines choses avec la succession. Grace et son mari étaient là, et la tension dans la pièce était palpable. Ils m'ont à peine adressé la parole, mais les regards noirs qu'ils me lançaient en disaient long. À la fin de la réunion, le mari de Grace m'a pris à part et m'a dit que je faisais une énorme erreur en ne renonçant pas à ma part. Il a dit que je le regretterais et que ce n'était pas fini. Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je suis juste parti. Je n'allais pas le laisser m'effrayer pour me faire quelque chose que je ne voulais pas. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas la fin. Grace et son mari n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas obtenu ce qu'ils voulaient, et je devais être prête à tout ce qui allait suivre. Ce soir-là, je me suis assise et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé depuis la mort de mon père. Les mensonges, les menaces, le vandalisme. C'était si épuisant. Je voulais juste que ce soit fini. Je voulais avancer dans ma vie et laisser tout ça derrière moi. Mais je savais que ça n'arriverait pas tant que Grace et son mari seraient dans les parages. Pourtant, je n'allais pas abandonner. J'avais trop enduré pour les laisser me marcher sur les pieds maintenant. Ils pouvaient me menacer autant qu'ils le voulaient, mais je ne reculerais pas. C'était ma vie, mon héritage, et j'allais me battre pour ce qui m'appartenait. Et s'ils pensaient pouvoir m'intimider jusqu'à ce que je cède, ils allaient avoir une sacrée surprise. Mise à jour 2. Les choses ne se sont pas calmées après cette dernière réunion avec l'avocat. Au contraire, elles ont empiré. Grace et son mari devenaient de plus en plus désespérés, et honnêtement, j'ai commencé à avoir l'impression d'être au milieu d'un mauvais film. Les menaces continuaient. Les textos haineux de numéros aléatoires ne s'arrêtaient pas, et j'étais juste mentalement épuisé. Un soir, environ une semaine après l'incident des pneus crevés, je retournais à l'hôtel après un dîner avec Emma. Elle était restée avec moi quelques jours, ce qui était honnêtement un soulagement. C'était agréable d'avoir quelqu'un de mon côté dans tout ce bazar. Nous traversions le hall quand j'ai remarqué ce type qui nous regardait. Au début, j'ai pensé que c'était juste quelqu'un qui attendait, mais quand nous sommes passés, il nous a suivis. J'ai essayé de ne pas paniquer, mais toute la situation me mettait déjà sur les nerfs. Nous sommes entrés dans l'ascenseur, et dès que les portes se sont fermées, j'ai regardé Emma. « Tu as vu ce type ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête, l'air aussi nerveuse que moi. Oui, il nous fixait. Nous sommes arrivés à notre chambre et j'ai immédiatement appelé la réception pour signaler le type. Ils ont dit qu'ils vérifieraient les caméras et enverraient quelqu'un patrouiller à l'étage, mais ça ne m'a pas beaucoup rassuré. Tout ça devenait beaucoup trop proche et inquiétant. Je ne pouvais pas me défaire du sentiment que le mari de Grace était derrière tout ça. Qui d'autre irait aussi loin juste pour me faire peur? Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque petit bruit me faisait sursauter, convaincu que quelqu'un essayait d'entrer par effraction ou pire. C'était comme vivre un cauchemar, et je ne pensais qu'à la façon de faire cesser tout ça. Le lendemain matin, j'ai décidé que je devais prendre des mesures sérieuses. J'ai appelé mon avocat et je lui ai tout raconté sur les menaces, le type bizarre dans le hall, les pneus crevés. Il a convenu que les choses devenaient incontrôlables et a suggéré que nous obtenions une injonction d'éloignement contre le mari de Grace. Ce n'est pas quelque chose que je voulais faire, mais à ce stade, cela semblait la seule option. Nous avons rempli les papiers le lendemain et j'ai essayé de faire profil bas en attendant la date du tribunal. Mais bien sûr, Grace et son mari n'ont pas bien pris la nouvelle. Les textos ont repris de plus belle, cette fois avec plus de menaces sur le fait que je le regretterais et qu'il s'assurerait que je paie pour tout. C'était épuisant, mais j'en avais fini d'avoir peur. Ils pouvaient me jeter tout ce qu'ils voulaient, je ne céderais pas. Quelques jours plus tard, la date du tribunal pour l'injonction d'éloignement est arrivée. Je me suis présenté avec mon avocat, et devinez qui d'autre était là. Grace et son mari, bien sûr. Ils avaient l'air suffisants, comme s'ils pensaient que tout cela était une blague. J'ai évité leur regard,
me concentrant sur ce que disait mon avocat, mais je sentais leurs yeux sur moi tout le temps. Quand le juge nous a appelés, le mari de Grace a essayé de faire croire que j'étais celle qui causait tout le drame. Il a dit que j'exagérais tout, que j'étais juste amère à propos de l'héritage et que j'essayais de lui rendre la vie impossible. Je n'en croyais pas mes oreilles. Sérieusement? Il crève mes pneus, m'envoie des menaces, et c'est moi qui cause des problèmes. Heureusement, le juge a vu clair dans son jeu. Après avoir entendu les deux parties, il a accordé l'injonction d'éloignement. Et pour la première fois depuis une éternité, j'ai ressenti un petit sentiment de soulagement. Au moins maintenant, il y avait quelque chose en place pour me protéger si les choses empiraient. Mais bien sûr, les choses ne se sont pas améliorées comme par magie du jour au lendemain. Les menaces ne se sont pas arrêtées tout de suite, et j'avais toujours l'impression de regarder constamment par-dessus mon épaule, mais au moins maintenant, j'avais la loi de mon côté, et cela m'a apporté une certaine tranquillité d'esprit. Quelques semaines ont passé, et je commençais enfin à sentir que les choses se calmaient peut-être. Je logeais toujours à l'hôtel, mais j'avais commencé à chercher un nouvel appartement où je pourrais me sentir plus en sécurité. Emma était rentrée chez elle, et elle me manquait, mais nous restions en contact constant. Elle subissait encore les retombées de tout le drame familial, mais au moins elle n'était pas autant prise au milieu que moi. Puis, un matin, je me suis réveillé avec un message d'un numéro inconnu. Ce n'était pas une menace cette fois, cependant. C'était un lien. J'ai hésité une seconde avant de cliquer dessus, et ce que j'ai vu m'a retourné l'estomac. Quelqu'un avait créé tout un site web dédié à me démolir. Je parle de mensonges, de demi-vérités, et de pure méchanceté. Il me dépeignait comme cette personne égoïste et cupide qui déchirait la famille. Il y avait même des photos de moi à l'enterrement où j'avais l'air froide et sans cœur, selon les légendes. Je n'en croyais pas mes yeux. Ça dépassait l'entendement. J'ai immédiatement appelé mon avocat et je lui ai envoyé le lien. Il m'a dit de tout capturer en écran, ce que j'ai fait, puis nous avons entamé la procédure pour faire fermer le site. C'était juste un autre rappel que Grace et son mari n'allaient pas s'arrêter tant qu'ils n'auraient pas obtenu ce qu'ils voulaient. Mais à ce stade, j'étais tellement fatigué. Je me fichais même de ce qu'ils me lançaient. Je voulais juste que ce soit fini. Ce soir-là, j'ai de nouveau parlé à Emma. Elle était contrariée par le site web et voulait aider, mais il n'y avait pas grand-chose qu'elle puisse faire. Je ne voulais pas qu'elle soit plus impliquée qu'elle ne l'était déjà. Nous avons parlé un moment, et elle m'a raconté comment Grace agissait comme si de rien n'était, comme si elle n'avait rien causé de tout ça. Typique de Grace, toujours à jouer la victime. Je suis allé me coucher ce soir-là, épuisé, mais au moins j'avais un plan en place. Le site web serait fermé, l'injonction d'éloignement était en vigueur, et j'avais des gens de mon côté. Je n'étais pas seul dans cette épreuve, même si j'en avais parfois l'impression. Le lendemain, je me suis réveillé avec un email de mon avocat m'annonçant que le site web avait été retiré. Enfin, une bonne nouvelle. C'était comme une petite victoire dans cette bataille sans fin, mais je prenais ce que je pouvais. Je savais que Grace et son mari n'allaient pas abandonner facilement. Mais au moins maintenant, j'avais un certain contrôle sur la situation. Alors que j'étais assise dans ma chambre d'hôtel ce matin-là, sirotant mon café et essayant de comprendre tout ce qui s'était passé, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais plus peur. J'étais en colère, oui, mais la peur qui m'avait pesé pendant des semaines avait commencé à s'estomper. Je n'allais plus les laisser contrôler ma vie. Ils pouvaient essayer tout ce qu'ils voulaient pour me rabaisser, mais je ne reculerais pas. Pas maintenant. Jamais. Mise à jour 3. Nous voici donc dans la dernière ligne droite. Et je pensais que les choses allaient peut-être enfin se calmer après la victoire au tribunal. Mais non, mon drame familial avait d'autres plans. Je savais que Grace et son mari n'allaient pas lâcher l'affaire si facilement. Mais même moi, je n'aurais pas pu deviner jusqu'où ils iraient cette fois. Tout a commencé environ 2 semaines après l'audience. Je commençais à me sentir un peu plus détendu, comme si je pouvais enfin respirer sans regarder constamment par-dessus mon épaule. Je pensais même à quitter l'hôtel pour un appartement, quelque chose de plus permanent. Mais ensuite, quelque chose d'étrange s'est produit. Un matin, j'ai reçu un colis à mon hôtel. Il n'y avait pas d'adresse de retour, ce qui aurait dû être mon premier indice que quelque chose n'allait pas. Je l'ai ouvert et à l'intérieur se trouvait ce vieux carnet abîmé. Au début, j'ai pensé que c'était juste un déchet.
Peut-être que quelqu'un avait envoyé le mauvais colis. Mais ensuite, je l'ai ouvert et c'est là que les choses sont devenues effrayantes. Le carnet entier était rempli de notes manuscrites sur moi. Je parle de pages et de pages de messages griffonnés sur ma vie, ma famille, et même des choses sur le testament de mon père. Certaines notes indiquaient les dates et les heures des endroits où j'avais été, avec qui j'avais été, même les endroits où j'étais allé avec Emma. Quelqu'un m'avait surveillé, et tout était étalé là, sous mes yeux. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qui m'enverrait ça? Était-ce une sorte de tactique d'intimidation tordue de la part du mari de Grèce? Ils avaient déjà essayé les menaces, le vandalisme, même les appels bizarres, mais c'était différent. Cela semblait beaucoup plus personnel, comme si quelqu'un m'observait, suivait chacun de mes mouvements. J'ai immédiatement appelé mon avocat et lui ai envoyé des photos du carnet. Il était aussi effrayé que moi et m'a dit de le signaler à la police, ce que j'ai fait. Ils ont pris le carnet comme preuve, mais je ne me faisais pas d'illusions. La police avait 1 million d'autres choses à faire, et honnêtement, je ne pensais pas qu'ils trouveraient le coupable de sitôt. Après ça, j'ai essayé de faire profil bas, restant dans ma chambre d'hôtel la plupart du temps et ne sortant que lorsque c'était absolument nécessaire. Emma m'appelait toujours régulièrement, et elle était inquiète aussi. Elle n'avait aucune idée de qui pouvait être derrière le carnet, mais elle soupçonnait le mari de Grèce, tout comme moi. Puis, un soir, alors que je retournais dans ma chambre après avoir pris quelque chose à manger, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Ce même type du hall de l'hôtel d'il y a quelques semaines, celui qui nous avait observés, Emma et moi, était de retour. Il se tenait près des ascenseurs, faisant semblant de faire défiler son téléphone, mais il gardait définitivement un œil sur moi. J'ai senti mon cœur s'emballer, mais je suis resté calme. Je suis passé juste devant lui, faisant comme si de rien n'était, mais je sentais son regard sur moi tout le temps. Une fois dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai immédiatement appelé la sécurité de l'hôtel. Ils ont dit qu'ils vérifieraient les caméras et enverraient quelqu'un faire une ronde à l'étage, mais honnêtement, je ne me sentais plus en sécurité là-bas. J'ai appelé Emma ce soir-là et je lui ai tout raconté. Elle avait peur, ce qui m'a rendue encore plus anxieuse. Je détestais qu'elle soit prise dans tout ça, qu'elle doive subir les conséquences du désordre de Grèce. Mais je lui ai promis d'être prudente et nous avons prévu de nous retrouver le lendemain pour décider de la suite. Le jour suivant, j'ai retrouvé Emma dans un café du centre-ville, loin de l'hôtel. Nous sommes restés assises quelques heures à parler de tout. Elle m'a raconté plus en détail ce qui se passait avec Grèce à la maison, comment elle agissait comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas juste essayé de m'attaquer en justice pour le testament. C'était exaspérant, mais ça ne me surprenait pas. Puis Emma m'a lâché une information à laquelle je n'étais pas préparé. Elle a dit que le mari de Grèce avait posé des questions sur mes allées et venues, essayant de savoir où je logeais. C'est là que j'ai compris. Le type à l'hôtel, le carnet, tout ça. Il me surveillait, et il préparait probablement quelque chose de pire. Je savais que je ne pouvais plus rester à l'hôtel. Ce n'était pas sûr. Et si le mari de Grèce avait des gens qui m'observaient, ce n'était qu'une question de temps avant que les choses ne dégénèrent. Alors ce soir-là, j'ai fait mes valises et j'ai quitté l'hôtel. Je n'ai dit à personne où j'allais, pas même à Emma, au cas où. J'ai réservé une chambre dans un autre hôtel de l'autre côté de la ville, en espérant que ça les désorienterait un moment. Les jours suivants ont été calmes. Je n'ai eu aucune nouvelle de Grèce ou de son mari, et les textos et appels bizarres semblaient avoir cessé, mais je ne baissais pas ma garde. J'avais appris ma leçon. Puis, de nulle part, j'ai reçu un appel de mon avocat. Il avait des nouvelles qui m'ont complètement prise au dépourvu. Le mari de Grèce avait été arrêté. Apparemment, il avait été pris en train d'essayer de s'introduire dans mon ancienne chambre d'hôtel. Je ne savais pas ce qu'il prévoyait de faire, mais quoi que ce soit, il a été arrêté avant de pouvoir passer à l'acte. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de colère. Soulagement qu'il soit enfin hors de mon chemin, mais colère que les choses en soient arrivées là. Quel genre de personne va aussi loin juste pour de l'argent d'héritage? C'était insensé. La police m'a dit qu'ils enquêtaient et que je devrais probablement retourner au tribunal pour témoigner, mais au moins maintenant je savais que j'étais en sécurité, du moins pour le moment. Après ça, les choses ont enfin commencé à se calmer. La police me tenait au courant de l'affaire, et mon avocat était confiant que le mari de Grèce ne pourrait plus rien tenter de tel. Pas avec les charges qui pesaient contre lui.
J'ai emménagé dans un nouvel appartement quelques semaines plus tard, un endroit que Grace et son mari ne connaissaient pas. J'ai gardé le contact avec Emma, bien sûr, mais je me suis assuré qu'elle ne dise à personne où je vivais. Je ne prenais aucun risque. Cela fait quelques mois maintenant, et bien que j'aimerais dire que tout est revenu à la normale, je ne pense pas que ce sera jamais le cas. Il y a toujours une partie de moi qui est sur ses gardes, qui regarde toujours par-dessus son épaule, se demandant si Grace ou son mari essaieront encore quelque chose. Mais pour l'instant, j'essaie juste d'avancer dans ma vie, de me reconstruire après tout ce qu'ils m'ont fait subir. En y repensant, je n'arrive pas à croire jusqu'où tout cela est allé. Ça a commencé avec Grace qui me trahissait avec mon petit ami. Et d'une manière ou d'une autre, ça a dégénéré en menaces, batailles judiciaires et injonctions d'éloignement. Mais à travers tout cela, j'ai appris quelque chose d'important. Je suis plus forte que je ne l'aurais jamais cru. Et quoi qu'il arrive, je ne laisserai plus jamais personne profiter de moi.